Bien, d'abord, merci à tous d'être venus si nombreux pour cette rencontre autour de mon livre Les transclasses ou la non-reproduction. Je voudrais surtout remercier ceux qui l'ont lu et qui vont le commenter et se livrer à la difficile tâche de poser des questions ou de faire des objections. Merci à Laurent Boff qui parlera en premier, à Geoffroy de la Gannerie qui parlera en second et Frédéric Lordon. Et puis ensuite, il y aura donc une discussion d'ensemble sur cette question. Alors pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de lire le livre, je dis simplement deux mots avant de leur laisser la parole. L'objectif de cette recherche était d'éclairer un point aveugle de la théorie de la reproduction de Bourdieu initialement, c'est-à-dire non pas tant de la contester dans son fond, mais de m'interroger sur les cas d'exception à cette règle de la reproduction sociale. Alors, l'objectif, c'était de focaliser l'attention sur les transclasses, ceux qui passent d'une classe sociale à l'autre, pour essayer de comprendre les causes qui permettent d'expliquer ce passage, somme toute, assez rare, sans recourir à une sorte d'idéologie magique, celle du self-made man, qui n'explique rien à mes yeux, mais en essayant de penser le concours de causes qui préside à cette non-reproduction. Donc l'objectif de la première partie porte sur cette analyse des causes de la non-reproduction, donc avec l'imbrication des déterminations elles peuvent être d'ordre socio-économique, elles peuvent être d'ordre affectif, elles peuvent être d'ordre familial, avec l'importance de la place dans la famille, dans la fratrie, mais aussi des aspirations du milieu, du groupe social. Donc tout un faisceau de causes qui expliquent une trajectoire. Et puis, dans la seconde partie, il s'agit non seulement d'expliquer les causes, mais les effets de ce passage de classe sur les individus, c'est-à-dire essayer de comprendre d'abord l'immense travail de désidentification que ça suppose, ce qui montre que les identités sociales sont flottantes. C'est la raison pour laquelle j'ai préféré parler de complexion des transclasses dans la deuxième partie, essayer de comprendre cette logique de l'entre-deux, du passage, avec les fluctuations, les déchirements, les ruptures ou les liens qui sont maintenus dans cette forme de passage. Donc la question est celle de savoir ce qu'est un transclasse, au juste, et à travers le transclasse, comprendre les changements qui peuvent affecter un individu au point qu'il ne se reconnaît plus lui-même et qu'il sait difficilement se définir, que la notion d'identité n'a plus de pertinence. Donc en ce sens-là, mon objectif, c'était aussi de montrer que les transclasses pratiquaient un grand écart social qui permettait peut-être aussi d'éclairer la condition humaine tout entière, puisque chacun, à travers les mutations qu'il vit, peut faire cette expérience de l'entre-deux. À cet instant, je ne sais pas comment je vais commencer, en fait, parce que tu as bien résumé ce que dit ton livre, donc ce n'est pas la peine finalement de le présenter, sinon que, je dirais dès le départ, est-ce que tu t'es rendu compte, d'une certaine manière, que le problème que tu poses là, c'est un problème qui nous a traversé dans les années 70, et qui est le problème de la révolution culturelle. Pourquoi ? Parce qu'une révolution ne se gagne pas seulement sur le terrain économique. Et je crois que c'est bien ce que tu sembles nous dire, c'est-à-dire qu'il faut s'intéresser aux logiques qui sont réellement constituantes d'un type de vie, de l'être humain dans telle ou telle société, parce que même la révolution sociale et économique pourrait très bien reproduire les classes sociales et les mêmes types de comportements. Alors je crois qu'en premier lieu, ma première réaction politique, c'est de dire que ce livre nous parle d'une question qu'on ne traitait pas du point de vue des parcours individuels et des affects individuels, parce que finalement ton livre touche à l'intime, mais qu'on traitait dans les années 70 sur le plan mondial, justement, d'une révolution culturelle où la culture
renvoyer effectivement ces logiques des passions, des affects, de l'imagination, c'est-à-dire de nos manières de sentir, d'affecter et d'être affecté. Naturellement, je parle un langage spinoziste que Chantal, qui est une grande spécialiste, connaît très bien. En fait, je vais commencer par la fin de ton livre. Je vais commencer par la fin parce que tu opposes en fin de parcours la complexion spinozienne à l'habitus bourdieusien. Et je pense que si tu finis par là, c'est peut-être parce que tu penses que conceptuellement, la démarcation est extrêmement grande et précieuse. Alors, je me suis placé de ton point de vue, et je comprends bien ce que tu veux dire, et je me suis passé aussi d'un autre point de vue qui est le tien, c'est d'un point de vue spinoziste. Chez Spinoza, si l'on part de l'ontologie de la puissance, qu'on partage avec notre maître Alexandre Materon, ou de la productivité indéfinie des conatus d'un corps, c'est-à-dire de l'individu qui forme des individus, et donc d'une dynamique du lien, cette productivité du conatus va dépendre de la complexion des corps. Cette productivité des conatus va dépendre de la complexion des corps, c'est-à-dire de leur disposition et ou de leur plus ou moins grande complexité. La complexion, à mon sens, renvoie à la complexité. Mais ce n'est pas la complexité elle-même. C'est plutôt une disposition singulière de cette complexité. Alors, de ce point de vue, est-ce qu'on peut vraiment opposer complexion et habitus ou complexion et disposition ? C'est-à-dire, es-tu si loin que ça, finalement, de Bourdieu ? Je reviendrai sur une autre affinité qui est celle d'une perspective moralistique, du point de vue des moralistes, entendu au sens le plus noble, c'est-à-dire des anthropologues. Chez Bourdieu, le conatus est un habitus ou une complexion ou une disposition à la reproduction du même. C'est-à-dire que lorsqu'il parle du conatus, c'est un habitus réduit à la reproduction du même. Donc c'est sa complexion qui l'amène à se reproduire. Tandis que chez Spinoza, c'est plutôt d'une certaine complexion que suit la reproduction du même, ou la persévérance dans un état. C'est plutôt d'une certaine complexion que l'on va à la reproduction. D'où la différence en ce qui concerne la puissance de changement. Il me semble que chez Spinoza, on est dans la puissance d'agir, le conatus entend que celui-ci est la puissance d'agir d'un corps complexe. Chez Bourdieu, le principe du changement est dans les déchirements, les clivages, les contradictions qui traversent les habitus ou les dispositions. La puissance du changement, chez Spinoza, se trouvait du côté de la puissance d'agir, de l'articulation des corps et de leur complexité. C'est-à-dire, plus on a de complexité, plus on a de potentialité, de puissance de changement. Tandis que chez Bourdieu, la question se joue sur les déchirements, les clivages, les contradictions qui traversent les habitus ou les complexions comme dispositions. Donc à ce moment-là, je disais que tu me parais plus proche finalement de Bourdieu que ce que tu le penses lorsque, disons parce que la complexion spinozienne n'est pas si éloignée que ça de l'habitus bourdieusien, à condition finalement de comprendre que cet habitus peut aussi, si c'est un habitus de corps complexe, se trouver aussi en potentialité de changement. Voilà. Bon, ça, c'est ma première interrogation sur ce que j'ai lu. Bon, maintenant, je reviens sur le livre. Je comptais finir par ça, mais finalement,
peut-être faut-il mieux commencer par cela. Tu te réfères donc au troisième genre de connaissance de Spinoza dans la connaissance du singulier en tant que tel, et ta démarche revendique donc une dimension philosophique qui n'est donc ni historique ni sociologique. Avec cette revendication, là aussi, tu te démarques de Bourdieu doublement, c'est-à-dire en promouvant un objet d'étude qui a été délaissé par lui, malgré, tu soulignes bien, le cas singulier qu'est Bourdieu lui-même, qui est un transclasse, et en montrant que cet objet peut être efficacement traité par la philosophie. Alors, on connaît la critique que Bourdieu fait de la philosophie, c'est-à-dire ce qu'il critique, c'est la philosophie du sujet, de l'idéalisme de la raison et de la liberté. Une philosophie qui, selon lui, n'a pas été capable, je cite, de conduire l'entreprise critique en ce qui concerne l'examen des mécanismes constitutifs de jeux sociaux aussi entourés de prestige et de mystère que ceux de l'art, de la littérature, de la science, du droit, de la philosophie, et qui apparaissent comme les dépositaires des valeurs communément tenues pour les plus universelles et les plus sacrées. Alors, c'est une citation des méditations pascaliennes. Si je cite les méditations pascaliennes, c'est justement parce que ta démarche, au fond, me paraît assez proche. Tu revendiques la perspective philosophique de tes recherches, mais est-ce qu'elle n'est pas assez proche aussi de Bourdieu lorsque celui-ci se place dans la filiation des moralistes? Alors, je dis en quelques mots pourquoi. En effet, la démarche d'étude donc des transclasses me paraît assez proche d'une démarche des moralistes, mais naturellement j'entends moraliste au sens plus noble du terme, c'est-à-dire des... Oui, c'est-à-dire des anthropologues, c'est-à-dire de gens qui travaillent sur des milieux sociaux. Et on le sait, Bourdieu s'en démarque en revendiquant une philosophie négative de démystification. Démystification dans le cas des transclasses, du fait que l'on change de classe par volonté, par ambition, etc. Donc tu fais ce travail de démystification, mais tu le fais sur une base qui est celle du déterminisme que revendique Bourdieu, c'est-à-dire en relation avec un milieu, une production du social, et non suivant l'idée de l'avènement d'un moi qui serait coupé de toute détermination extérieure. Mais ce que tu fais de plus, c'est qu'en fait, tu donnes une dimension positive à ton entreprise philosophique. Bien sûr, en référence, je dis bien sûr, mais enfin tout le monde peut-être ne le sait pas, mais en référence à Spinoza. Spinoza, d'ailleurs, qui est aussi une référence d'autorité de Bourdieu dans plusieurs passages, et particulièrement dans les Méditations pascaliennes, où il se réfère au chapitre 7 du traité théologico-politique sur la méthode sociologique, explicative et historique. Donc, tu prends le point de vue positif, qui est aussi celui des moralistes, de la pratique des moralistes, c'est-à-dire, au fond, ceux qui étudient la relation sociale et historique de la nature humaine. C'est-à-dire, en anthropologue, les moralistes, finalement, travaillent aussi à une science du singulier. Et comme le dit bien Bourdieu, ils se démarquent de la raison abstraite, ils se démarquent de la scolastique, de l'approche scolastique, etc. Donc je pense que la sensibilité de ce livre, qui t'amène à la production du concept de transclasse, est certes philosophique, mais elle a cette dimension qui peut s'inscrire dans les analyses des moralistes.
Naturellement, que font les moralistes? Ils travaillent sur les caractères. Alors je pense que tu mets toi-même l'accent sur une notion qui est celle d'Ingenium, mais il y a plusieurs belles pages de rappel historique de l'histoire de ce concept. Pourquoi cette notion de caractère? Justement parce que, en évitant l'approche par la raison abstraite, il s'agit de déceler les forces réelles qui traversent et constituent le comportement humain. En premier lieu, comme chez le moraliste, les passions, les désirs, les intérêts, les conditions, les fortunes. Alors je parle en langage classique, mais c'est ce que tu retrouves, je pense, et dans un contexte qui est celui de la nécessité, c'est-à-dire, naturellement, qui ne croit pas ou qui critique l'illusion du libre arbitre. J'ai travaillé sur les moralistes et sur Vauvenargues, et Vauvenargues, dans une préface, rend hommage justement aux écrivains et aux historiens pour la profondeur et la simplicité de leurs propos, parce qu'ils savent, avec simplicité, aborder la complexité du réel et ses différentes complexions. Je pense que c'est exactement ce que tu fais, et c'est en ce sens que je dis que c'est aussi un livre qui s'inscrit dans cette perspective, et tu le fais avec simplicité, clarté et profondeur, pour aborder justement cette question de la singularité. Alors tu le fais aussi, comme les moralistes, de manière médiate. C'est-à-dire que tu n'abordes pas immédiatement la réalité, mais tu le fais à travers des textes, à travers des témoignages. Ça m'a marqué aussi par rapport à la comparaison que j'opère et qui me paraît elle-même opératoire, que ce soit pour Bourdieu, Didier Ribon, Annie Ernaux, ce sont des témoignages vécus qui sont analysés, ou des exemples littéraires, Julien Sorel, Martin Eden, ou bien les textes de Jean-Jacques Rousseau qui sont un peu entre les deux. Donc, à travers cette méthode-là, ce que tu souhaites faire apparaître et ce que souhaitaient faire apparaître les moralistes par rapport à la philosophie, eh bien, c'est l'importance du relatif, du contingent, du concret, de l'accidentel, du témoignage des vies concrètes. Donc ça amène à l'intime, c'est-à-dire à observer des attitudes, des gestes, à noter des mots décisifs, à décrire des situations, des manières de penser et de sentir. Et je crois qu'en cela, c'est un livre exceptionnel parce que l'on n'avait jamais fait cela. Et je pense que tu dois déranger certains moralistes ou philosophes parce que ta démarche, tu te revendiques comme une démarche philosophique, mais elle se situe, elle n'est pas celle du sociologue, elle n'est pas celle tout à fait du philosophe, et c'est pour ça que j'ai choisi de te proposer ce modèle d'approche dans lequel pourrait s'inscrire ta démarche. Tu abordes toujours la réalité donc de biais ou de manière médiate. Il y a une exception d'ailleurs, sur laquelle je vais revenir. Finalement, ton objet, en dernière analyse, c'est la nature humaine. C'est la nature humaine qui, dans des conditions déterminées d'une société de classe, se trouve nécessairement déterminée à se reproduire en son état et qui pourtant déroge à cette reproduction, et c'est ce que tu analyses. Alors là, je t'interrogerai sur l'usage que tu fais de la notion de classe, tu vois, qui n'est pas clair pour moi. C'est-à-dire, on peut changer de milieu sans changer de classe, me semble-t-il. Et la plupart de tes exemples sont des changements de milieu, passage d'un milieu, par exemple, paysan ou d'un milieu ouvrier, à un milieu intellectuel. Mais
change-t-on vraiment de classe? Et donc, je voudrais que tu éclaircisses en quelque sorte cette notion. J'ai dit qu'il y avait une exception dans ton approche, puisque tu refuses l'approche indirecte et non objectivante du réel. Paradoxalement, c'est quand il s'agit de donner l'exemple qui est sans doute pour toi le plus proche, que tu cites ce village de Haute-Savoie que tu connais bien. À ce moment-là, tu prends la distance scientifique, entre guillemets, du sociologue, tu donnes des chiffres, tu donnes des statistiques, ce qui, dans le livre, est relativement exceptionnel. Cher Chantal, tu te gardes bien du témoignage direct. Tu l'évites. Tu ne veux pas d'auto-analyse. Alors que ton livre a sans doute été écrit pour cela, d'une certaine manière, c'est-à-dire pour mieux comprendre le phénomène, c'est-à-dire pour mieux se comprendre, te comprendre, en faisant de ton cas un cas partagé, une situation singulière partagée, celle des transclasses. Et là encore, le rapport avec la manière de penser du moraliste peut être évoqué. On sait très bien que les œuvres des moralistes qui sont des anthropologues sont aussi, de manière indirecte, des entreprises d'auto-analyse. C'est souvent vu comme cela, que ce soit chez Vauvenargues, que ce soit chez Rousseau, par exemple. J'ai encore quelques minutes. Oui. Dans le livre, on va d'une perspective naturaliste qui voit les passions, le milieu, des déterminants majeurs, vers une dissolution de l'idée de nature humaine. C'est-à-dire on part quand même de l'idée, d'une perspective naturaliste, vers l'idée de dissolution de nature humaine. Finalement, le transclasse, c'est l'homme de la seconde nature de Pascal. C'est l'homme qui, finalement, à force de s'éloigner d'une nature identifiée une fois pour toutes, a perdu toute nature. Je crois que tu suis ce parcours, et de dire que le transclasse, c'est l'homme de la seconde nature de Pascal, ça ouvre effectivement un projet politique d'émancipation, celui d'un monde nouveau à construire, c'est-à-dire un monde sans nature ni modèle, d'où le parallèle du transclasse et du transsexuel. Dans les deux cas, avec une remise en question de nature métaphysique, de l'idée de nature, c'est-à-dire de la fatalité historique et sociale, mais aussi de l'idée même d'identité, qui est fortement contestée et bouleversée dans ton livre. On va vers la liquidation même de l'idée d'identité et dans une critique profonde, donc, alors je pense que ça c'est de l'image de la pensée, c'est-à-dire à travers finalement l'étude très minutieuse et je dirais très singulière de cas particuliers, c'est quand même notre image de la pensée, c'est-à-dire notre image de la vérité qui est un peu ébranlée. Alors je voudrais peut-être que tu poursuives là-dessus. Cela n'aboutit pas, cette remise en question de la nature, à un artificialisme tragique, de type nietzschéen, je pense à l'anti-nature de Clément Rosset. Non, c'est un néo-spinozisme, c'est-à-dire le travail du spinozisme, le travail à l'œuvre d'une pensée spinoziste dans l'étude du singulier, donc comme pensée de la singularité et de la construction. Je pense que ce livre nous amène à ouvrir une réflexion sur la temporalité. C'est-à-dire, il y a la temporalité de la reproduction, et les transclasses ouvrent une temporalité anthropologique, on peut dire, qui n'est pas celle de la reproduction,
et qui est celle d'une certaine manière, je dis bien d'une certaine manière, de l'invention, et c'est ce que tu essaies de travailler, et c'est en ce sens que ton livre a une importance politique. Et bonjour. Moi, je suis très heureux d'être ici pour réfléchir sur les enjeux posés par l'important ouvrage de Chantal Jacquet. Je propose ici d'aborder de manière séparée quelques thèmes qui traversent cet ouvrage. Et j'espère que donc vous ne m'en voudrez pas pour le caractère un peu arbitraire de mon propos. Pour introduire la question de nature théorique que je voudrais poser, j'aimerais d'abord souligner qu'à mon sens, surtout si l'on se situe dans un espace qui entend problématiser la question des affects, on ne peut lire ce livre sans être affecté, sans être troublé et sans être perturbé. Les seuils de l'ouvrage, bien sûr, assurent une neutralisation de ces émotions par le dispositif savant qu'il signale. Mais en même temps, plus on avance dans la lecture du livre, plus on y découvre, je crois, à quel point la figure du transclasse constitue un instrument très puissant de révélation de la violence du monde social. Tout au long de l'ouvrage, il est question de malaise, de dissimulation, d'écart, d'inconfort, de placard, de honte, et aussi parallèlement de rappel à l'ordre, d'accusation de trahison, de conformisme, de lâcheté. Tous ces mots, tous ces sentiments, tous ces affects nous donnent à penser comment fonctionne ce que Judith Butler appelle la vie psychique du pouvoir, c'est-à-dire les opérations de l'assujettissement. Il me semble en effet qu'en lisant ce livre, on comprend qu'une analyse de la violence sociale doit s'intéresser d'abord aux injonctions objectives qui travaillent à produire de l'adhésion subjective aux appartenances arbitraires. Nous sommes les objets de tout un ensemble d'opérations qui visent à nous forcer à nous situer par rapport à des réalités censées nous concerner, à nous rendre comptables de faits pour lesquels nous n'avons aucune responsabilité et desquels nous pouvons nous sentir étrangers. Comme le souligne Chantal Jacquet, la personne du transclasse se voit souvent reprocher de fuir individuellement, de laisser derrière lui ou elle sa classe, c'est-à-dire de ne pas se mobiliser pour changer l'état du système. Sartre, par exemple, propose cette analyse dans Matérialisme et Révolution à propos de la mobilité sociale et de l'accès à la bourgeoisie. Dans Exit Voice Royalty, Albert Hirschman cite les polémiques engagées aux États-Unis à l'intérieur du mouvement noir contre celles et ceux qui accédaient aux positions dominantes et qui s'inséraient dans la société blanche au lieu de contribuer à l'éveil collectif des Noirs. La question théorique que, me semble-t-il, soulève un tel reproche est celle de savoir pourquoi la question des classes ou des hiérarchies de race se poserait spécifiquement ou plus intensément à une personne née dans les classes populaires ou à une personne noire. Pourquoi ce fait purement contingent devrait-il imposer à quelqu'un quelque chose comme un devoir ou un souci ou une pratique politique ? Si la question noire et la question ouvrière sont des questions politiques, elles le sont pour tout le monde et tout le temps. En sorte que le dilemme posé entre mobilité sociale individuelle et lutte collective contre les structures de la domination est un faux problème qui repose sur une opération de conversion de faits contingents en faits significatifs, qu'il suppose que le sujet doit être tenu pour responsable de situations extérieures à lui, ou plus exactement qu'il doit en être comptable, qu'il doit en répondre, qu'il doit se situer par rapport à elle. Pour prendre un exemple récent, ce type de perception a été très largement utilisé contre ou à propos d'eux, car ce n'était pas toujours dans un esprit négatif, Édouard Louis, à l'occasion de l'apparition de son ouvrage « En finir avec Elie Bellegueule ». Mais pourquoi pose-t-on à Édouard Louis la question de sa contribution au démantèlement de la structure des classes sociales, au moment même d'ailleurs où il en montre la réalité ? Ce type de problématisation fonctionne en fait comme un rappel à l'ordre, ou mieux comme une injonction qui tend à réinstaurer une adhésion du sujet à sa position originelle, à lui imposer de reconnaître la place assignée à la naissance comme étant sa place, ou mieux comme ce par rapport à quoi il doit se poser et se voir, au lieu de lui donner les moyens de s'en déprendre. Cette question m'intéresse tout particulièrement puisqu'elle fait écho à celle que je rencontre dans mes travaux actuels sur les figures contemporaines de la politique que sont, selon moi, Edward Snowden et Julian Assange. Je crois en effet que l'on peut comparer, ou en tout cas, je propose de comparer, les réactions aux gestes de fuite de Snowden hors des États-Unis, de demande d'asile qu'il a posées, à celles que suscitent bien souvent les transclasses, telles que les analyses Chantal Jacquet. Ainsi, lorsque l'on regarde les principales déclarations du secrétaire d'État des États-Unis, John Kerry, contre Snowden,
on peut voir que celui-ci n'a pas employé ses mots les plus durs pour dénoncer les révélations de Snowden. Kerry a engagé le langage le plus féroce pour s'en prendre à l'attitude de fuite d'Edward Snowden, au fait que celui-ci refuse de comparaître devant la justice américaine. Snowden, selon Kerry, est un traître, non pas parce qu'il a rendu des informations publiques, mais parce qu'il a fui à l'étranger. D'autres lanceurs d'alerte, par le passé, se sont, eux, dit Kerry, comportés comme des patriotes. Ils ont comparu devant le système judiciaire américain et ont défendu leur cause. Snowden, lui, dit Kerry, est un lâche. Et il devrait, dit-il encore, se comporter comme un homme, rentrer aux États-Unis et affronter la justice de son pays. Les patriotes, dit Kerry, ne vont pas en Russie. Ils ne demandent pas l'asile à Cuba. Ils ne demandent pas l'asile au Venezuela. Ils défendent leur cause chez eux, ici. Mais doit-on répondre ? Pourquoi Snowden devrait-il quelque chose aux États-Unis ? En quoi aurait-il le moindre engagement à respecter envers les États-Unis ? D'où vient que l'on puisse dire cette chose si extravagante que la justice américaine serait la justice de son pays et qu'il devrait accepter d'y être jugé, en risquant d'ailleurs une peine ahurissante ? Pourquoi sa résidence devrait-elle être les États-Unis et non Cuba ou le Venezuela ? La rhétorique de Kerry consiste à faire comme si une situation purement contingente, où et quand je suis né, impose malgré tout au sujet des obligations morales. Ce type de perception fait peser sur l'individu une responsabilité envers un état de choses dont il n'est nullement responsable et qui lui a été imposé. On voit donc ici comment est en jeu une opposition entre deux attitudes, Kerry ratifiant, rappelant et reconduisant une inclusion forcée, quand Snowden, le transnation, veut au contraire la récuser en fuyant. Ainsi, qu'elle se situe dans l'ordre juridico-politique ou dans l'ordre social, l'attitude de la sédition, de la fuite, de la migration, de la mobilité introduit une crise très forte en ce qu'elle conteste la dépossession inaugurale que nous subissons lorsque, venant au monde, les verdicts sociopolitiques, pour parler comme Didier Eribon, s'emparent de nous et voudraient définir pour toujours ce que l'on est. L'un des grands principes de fonctionnement du monde social consiste ainsi à contraindre les individus à adhérer et à reconnaître comme leurs les places assignées par l'arbitraire de la naissance en les attachant à ces positions et aux situations qui vont avec, par des questions, des injonctions ou des demandes. Ces mécanismes d'implication prennent souvent la forme de rappel à l'ordre. Bref, la figure du transclasse, je crois, montre comment une critique sociale des identités doit s'adosser aux catégories de dépossession, d'identification et mettre en lumière le combat que mènent les forces des rappels à l'ordre des appartenances obligatoires contre les forces de la réappropriation, de l'invention de sa par soi, bref, de l'autonomie. Je reviendrai un peu plus tard sur ces questions, mais j'aimerais auparavant me concentrer sur un enjeu qui transcende l'objet particulier de cet ouvrage. Je voudrais insister sur le fait que ce livre marque un moment important dans la redéfinition des problématiques épistémologiques actuelles et qu'il met en lumière un moment paradoxal dans lequel nous évoluons aujourd'hui, notamment du point de vue des rapports entre philosophie et sciences sociales, où la philosophie semble être en quelque sorte le lieu où se conserve le projet des sciences sociales contre les sciences sociales elles-mêmes. L'histoire des rapports entre philosophie et sciences sociales est évidemment compliquée. Néanmoins, l'un des axes du conflit entre ces deux disciplines a, on le sait, posé sur la question du sujet, Laurent vient d'en parler. L'émergence des sciences sociales, la tradition, si l'on veut, qui va de Durkheim à Bourdieu en passant par Lévi-Strauss, surfonde sur l'adoption d'un point de vue déterministe. Ce déterminisme peut prendre plusieurs formes, objectivisme, matérialisme, structuralisme. Mais les mots ici ont une importance secondaire. L'enjeu essentiel, c'est d'affirmer la nécessité, pour construire une science sociale, de rompre avec l'expérience spontanée que l'homme se fait de lui-même et de son milieu, afin de reconstituer le système des forces qui s'applique à lui et le détermine à être ce qu'il est. Or, traditionnellement, la résistance à une telle approche a été assignée à la philosophie. C'était les figures de Bergson, de Sartre, etc., qui réactivaient contre ce réductionnisme causal la figure du sujet, du projet, de l'intuition, du sens, d'une conscience claire à elle-même, etc. Or, paradoxalement, je crois, les positions semblent aujourd'hui totalement s'inverser. Le livre de Chantal Jacquet, et plus généralement les travaux de ce groupe de réflexion autour de Spinoza, dont Laurent et Frédéric sont des acteurs importants, réaffirment la nécessité d'utiliser les concepts de déterminisme, de matérialisme et même de réductionnisme. Or, au contraire, dans les sciences humaines, la réaction à la pensée de Bourdieu depuis les années 80 a débouché sur une forme de rejet de la pensée structurale, des concepts d'inconscient et de détermination, au profit d'une valorisation de la compétence dite critique de soi-disant acteurs
ou de leur faculté de justification. Il n'est un secret pour personne que, en sociologie aujourd'hui, et notamment à l'EHESS, les mots déterministes, objectivistes, représentent des opérateurs de disqualification, alors qu'ils devraient constituer le seuil épistémologique de la discipline. Bref, le livre de Chantal Jacquet me semble très important comme intervention dans l'espace du savoir, parce qu'il appelle un lieu qui rappelle, qui réactive le programme d'une perception déterministe et qui contribue à le maintenir en vie. Comprendre les trajectoires des individus nécessite de partir des forces qui s'appliquent à eux et qui contribuent à former ce que Chantal Jacquet appelle leur complexion, leur manière d'être au monde et d'y être affecté. Cette démarche apparaît d'ailleurs dans la formation même du livre, car celui-ci se fonde, et il faut le souligner, sur l'invention d'un mot, le mot transclasse. Devoir inventer un mot pour penser la réalité montre à quel point la logique théorique nécessite une rupture avec les perceptions ordinaires et les catégories communes pour produire de nouvelles catégories, de nouveaux modes de vision. La force et le caractère irremplaçable du travail théorique est de nous faire voir le monde autrement. Chantal Jacquet propose ainsi la catégorie de transclasse pour unifier ce que l'on perçoit spontanément comme divers. Il s'agit de comprendre ce que cela veut dire pour un individu de passer, d'évoluer entre plusieurs positions, de changer d'identité. Et Chantal Jacquet de proposer ainsi de penser ensemble des phénomènes empiriquement apparemment incomparables, des Noirs qui se font passer pour Blancs, des transfuges de classe noire aux États-Unis, un homme gay blanc en France, une femme hétérosexuelle comme Annie Ernaux, un ou une personne transsexuelle, etc. Rassembler ces cas, dégager comment ils sont traversés par des forces semblables, saisir ce que seraient les traits de leur complexion, c'est bien affirmer un point de vue qui vaut parce qu'il rompt avec le sens commun et construit de nouvelles perceptions. Il s'agit donc ici non pas de partir des expériences vécues par les acteurs et des récits qu'ils en donnent, même si Chantal Jacquet semble parfois dire cela, et je pense que c'est une concession, mais de construire une nouvelle réalité qui permettra de ne pas faire pléonasme avec le monde, mais au contraire de construire de nouvelles significations qui nous décalent par rapport à nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle je me demande si l'on ne peut pas souligner une tension à l'œuvre dans cet ouvrage entre la nature de cette approche et la façon dont est thématisée la figure du transclasse. Dès les premières pages du livre, le transclasse est défini comme une figure que l'on oppose à la logique de la reproduction. Le sous-titre du livre parle d'ailleurs de la non-reproduction. Le transfuge est problématisé comme une énigme ou un écart ou une exception à la reproduction sociale. Je vais me permettre de citer quelques lignes, pages 3 et 4 de l'ouvrage, donc au tout début. Cette logique implacable de la reproduction, dont Bourdieu analyse rigoureusement les mécanismes, laisse dans l'ombre les cas d'exception. Et ce n'est pas le moindre des paradoxes de constater que son théoricien majeur lui a échappé dans la pratique, puisqu'il s'est arraché à sa classe sociale d'origine. Comment expliquer que des individus comme lui ne reproduisent pas forcément les comportements de leur classe sociale et passent d'une classe à l'autre? Ces anomalies demeurent comme un point aveugle de la théorie de la reproduction, et la question qui se pose est de savoir comment en rendre raison. L'existence d'une tension entre l'existence du transfuge et l'affirmation de la reproduction traverse l'ensemble de l'ouvrage. Elle va intervenir notamment lors de la réflexion critique sur la notion d'habitus au profit de celle de complexion, l'idée étant que la notion d'habitus permet difficilement de rendre compte du rapport au monde de celui qui passe, la fragilité et la flexibilité de son identité. Je voudrais interroger cette idée et ce rapport entre transclasse et reproduction. En effet, je me demande si présenter le transfuge comme une anomalie, comme un point aveugle, comme une exception par rapport à la loi de la reproduction, ce n'est pas en fait rabattre la problématique de la reproduction d'un plan social à un plan individuel. Après tout, en effet, ce qui se reproduit chez Bourdieu, ce ne sont pas les positions individuelles, qui au contraire ne cessent structurellement de changer, ce qui produit ce que les sociologues appellent la mobilité structurelle. Ce qui se reproduit, c'est le système des classes, des hiérarchies, des catégories de perception et des valeurs symboliques. En d'autres termes, la reproduction est une logique sociale et elle doit se comprendre à l'échelle sociale. Dès lors, si le système des classes et des positions se reproduit, il y a nécessairement à l'intérieur de ce système des individus qui bougent, mais cela ne contredit en rien la reproduction du système. À la limite même, on pourrait dire que la figure du transclasse n'a de sens que parce qu'il y a reproduction du système des classes et des hiérarchies, en sorte que le transclasse n'est pas une exception à la reproduction, mais l'une des manières d'être au monde qui est logiquement appelée par le fait que le système se reproduit. Le transclasse ne contrevient pas au système,
il est une figure naturellement produite par un système qui se reproduit. En un sens, je crois que l'on pourrait comparer cette remarque aux analyses de Bourdieu sur le féminisme dans la domination masculine. Bourdieu souligne en effet que la persistance de la prévalence du principe androcentrique dans les sociétés occidentales n'est en aucun cas démentie par les mouvements féministes. Certes, les positions objectives des femmes ont changé du tout au tout depuis les années 50, mais le système de la domination masculine s'est malgré tout maintenu et reproduit. Bref, que les femmes aient changé de position n'annule en aucun cas la reproduction d'une part d'un habitus féminin et d'autre part la reproduction de la domination masculine. Bref, ne pourrait pas finalement dire que le transfuge est une figure classique de l'ordre des classes. On pourrait le formuler presque ainsi: il n'y a pas de transfuge malgré la reproduction, mais il y a des transclasses parce qu'il y a reproduction. D'ailleurs, votre ouvrage reconstitue en un sens l'histoire de ces grandes figures typiques du transfuge, de Julien Sorel à Didier Héribon ou Édouard Louis, en passant par Paul Nizan et Annie Ernaux. Et les pages centrales du livre, à partir de la page 103, cherchent à dégager les traits réguliers qui se retrouvent à travers le temps de la complexion des transclasses, ce qui montre bien le caractère typique, régulier de ce personnage, désidentification, distance au rôle, inadaptation, etc. Alors je voudrais terminer en revenant à la question politique, et notamment à partir de deux enjeux, celui de l'identité et celui de l'intersectionnalité. L'un des premiers enjeux du livre de Chantal Jacquet concerne les façons d'être au monde. Cette thématique est développée dans la deuxième partie du livre, où il s'agit de partir du cas du transclasse pour penser autrement la subjectivité. Cette redéfinition constitue l'un des points importants de la théorie contemporaine, et ce livre se situe vraiment au cœur des problématiques contemporaines, où il s'agit de montrer comment l'interpellation et la relation aux autres précèdent la constitution de soi comme sujet, en sorte que le moi est toujours déjà constitué par la relation aux autres. Le moi est toujours relationnel, non pas au sens où je suis toujours pris dans des relations avec les autres, mais au sens où le système des relations avec les autres précède l'émergence d'un jeu. Dans Vers la cohabitation, Judith Butler utilise le concept inspiré de Lévinas d'interruption pour penser le surgissement de l'autre qui rend impossible la constitution d'un soi autonome. Didier Ribon propose lui le concept de verdict pour désigner le système des normes qui s'empare d'un sujet et lui assigne une identité positionnelle. Le concept de complexion que vous proposez vise à rendre compte de l'entrelacement des fils qui constituent le lien d'une existence et le rattachent à celle des autres. Et dans votre démarche, je crois, les notions de précarité, de friabilité, de facticité semblent très importantes pour fonder une critique sociale des identités. Mais le plus important pour moi est comment Chantal Jacquet affirme, à partir de sa question des transclasses, la nécessité qui nous est faite aujourd'hui de penser en termes d'intersectionnalité. Saisir la construction des identités, l'affirmation de ce que nous sommes, nécessite de rompre avec tout économisme pour prendre en compte le jeu des différentes variables, incohérentes et hétérogènes, qui contribuent à construire ce que je suis. Chacun de nous se situe à la croisée de différents mécanismes sociaux. Chacun est le lieu d'application de forces d'identification, de socialisation et d'assignation complexes. C'est la raison pour laquelle je voudrais, pour finir, insister sur la manière dont la figure du transclasse engage logiquement une redéfinition du langage de la politique et d'autres manières de comprendre le monde, autant de points qui sont abordés dans les toutes dernières pages de l'ouvrage. On a souvent noté que le marxisme est mal à l'aise avec la figure du transclasse. Il l'oppose souvent à la figure du révolutionnaire. Le transclasse fuit individuellement, silencieusement, laissant les autres derrière lui et l'état du système intact, quand le révolutionnaire, lui, puise dans son expérience une énergie pour essayer de défaire l'ordre des classes à travers une mobilisation collective. En fait, je crois, moi, que les réticences du marxisme envers le transclasse s'expliquent moins pour des raisons politiques que pour des raisons théoriques. Pour comprendre le transclasse, il faut en effet nécessairement introduire d'autres plans que le plan économique. Ces trajectoires ne peuvent exister que parce que des logiques viennent défaire, contrecarrer, s'opposer aux logiques de la reproduction économique. En d'autres termes, le transclasse défait nécessairement toute perception moniste et unificatrice du monde social, au nom de la prise en compte de la pluralité incohérente des logiques à l'œuvre. Il introduit la nécessité de donner toute leur place aux logiques du genre, de la race, de la sexualité. Prendre conscience de cela, comme vous l'abordez à la fin du livre, engage une redéfinition de la façon de penser les luttes. Dans la continuité des renouvellements de la théorie du pouvoir à l'œuvre depuis la volonté de savoir de Foucault,
il est nécessaire de penser le monde en termes de pluralité, d'hétérogénéité, de rompre avec toute vision totalisante et d'inspiration hegelienne. D'abord, la théorie de la dissémination des identifications impose de concevoir la politique comme une activité interminable. Elle ouvre la voie à une politisation de tous les aspects de la vie sociale et à une prolifération des luttes. Dès lors, une telle perception empêche de fixer a priori le lexique de la politique et la forme de l'action pratique, puisque celles-ci se redéfinissent en permanence, surgissent dans des lieux jamais prédéterminés, autour d'enjeux jamais identiques. Mais cette analytique des forces sociales, des pouvoirs, qui découle d'une perception intersectionnelle des identités, impose surtout d'abandonner la croyance dans une hiérarchie entre les luttes. Puisque la société n'a pas de centre, puisqu'elle est hétérogène, éclatée, alors toutes les luttes, une grève, une manifestation de transsexuels, une révolte féministe, restent singulières et spécifiques. Aucune d'entre elles ne contient plus de politique ou plus d'enjeux qu'une autre. De la même manière que Bourdieu disait, contre la fascination spontanée pour les événements extraordinaires, qui n'existaient pas dans l'histoire de moments plus historiques que d'autres, on doit dire qu'il n'existe pas de combat plus politique que d'autres. Tous importent au même titre, c'est-à-dire pour eux-mêmes, et tous se valent et tous ne se recoupent pas toujours. Cette conception, en d'autres termes, permet de libérer la gauche de l'obsession révolutionnaire, ou plus exactement, elle donne les moyens de ne pas accorder le monopole de la radicalité aux actions qui s'inscrivent dans un horizon révolutionnaire. À l'heure où une partie importante de la théorie radicale renoue avec un marxisme parfois sommaire, et où le langage du commun et de l'en commun opère un retour en force dans l'espace des luttes contre ce qu'on désigne comme le néolibéralisme, ce livre pourrait devenir un élément majeur dans le renouveau d'une pensée critique et authentiquement émancipatrice. Je vous remercie. Écoute Chantal, merci infiniment pour cette invitation. En fait, je voudrais moins te proposer un questionnement que je ne souhaiterais me livrer à un libre reparcours de ce qui m'a semblé être les thèmes centraux de ton ouvrage. Et alors, dans un contre-emploi relatif, je pense que c'est mon intervention qui sera la moins politique de toutes. Mais enfin, il faut être assez myope pour ne pas voir que la politique est partout dans cette affaire. Je voudrais également pouvoir échapper, si c'est possible, aux postures anti-institutionnelles à deux balles, pour dire combien, néanmoins, je crois à la force de la pensée hors les murs. Et pour dire que j'y crois doublement dans le cas du livre que tu nous as offert. Certes, il n'est pas très facile de tenir non contradictoirement, d'une part, la croyance en les vertus réelles de la division du travail intradisciplinaire, et d'autre part, la crainte que cette division du travail ne vienne à s'ossifier et qu'il faille alors aller chercher leur nouveau vers les marges, aux interfaces et dans les interstices, c'est-à-dire le hors les murs, précisément. Ayant sans doute tendance à voir midi à ma porte, je l'ai également à penser que la nouvelle alliance de la philosophie et des sciences sociales, qui est en train de se dessiner depuis quelque temps, constitue l'un des mouvements les plus intéressants de la conjoncture intellectuelle présente. Ça n'est pas diminuer les mérites et même la nécessité du commentaire philosophique des textes, et disons-le même carrément pour bien l'assumer, de la glose, que de trouver que la philosophie, par ailleurs, se porte bien également quand elle va à la rencontre des objets du monde social historique. Et en vérité, quelle autre destination pourrait-elle avoir que d'aider à penser la vie des hommes, mais in concreto, c'est-à-dire en société? En ces matières, Chantal, tu n'en es pas à ton coup d'essai. L'un de tes précédents livres nous proposait une philosophie de l'odorat, objet pour le coup inhabituel du discours philosophique. Cette fois-ci, tu te situes beaucoup plus nettement en cette zone grise, longtemps désertée, aujourd'hui en cours de repeuplement, qui sépare philosophie et sciences sociales. Sortie des murs autrement plus franches, dont je suppose qu'elle ne doit pas te valoir que des félicitations académiques, et ce dont je suppose aussi que tu t'en fous comme de l'an 40. Mais tes transclasses sont doublement hors les murs, puisque si tu te sors toi-même de la philosophie philosophante, tu sors également Bourdieu du bourdieusisme, ou disons que tu renouvelles la pensée de Bourdieu à l'écart des bourdieusiens. Mais je pense que c'est être tout à fait fidèle à Bourdieu que de ne pas déférer à la répétition dévote et de se rendre directement au point de tension, c'est-à-dire au point d'insuffisance de l'œuvre, qui n'en est nullement diminué, mais trouve par là, au contraire, l'occasion de son perfectionnement et d'une manifestation plus complète de sa puissance.
Double fidélité en vérité, puisque t'attaquant au problème de la non-reproduction, tu vas au-devant de l'une des objections les plus souvent adressées à la sociologie de Bourdieu, et que tu y vas avec une réponse proprement conceptuelle, compatible avec la sociologie de Bourdieu, et que tu empruntes à un philosophe, Spinoza, avec lequel Bourdieu a toujours entretenu une proximité et même une affinité profonde, d'autant plus forte qu'elle était peu visible et peu bruyamment affichée. Cette réponse conceptuelle tient en un mot, ingenium. Ingenium, c'est peut-être par excellence le point de contact entre la philosophie de Spinoza et la sociologie bourdieusienne, et même plus généralement une illustration exemplaire du travail combiné de la philosophie et des sciences sociales, en l'occurrence une démonstration en acte de ce que peut l'infusion des concepts philosophiques dans le discours des sciences sociales et de quel apport de puissance théorique ils sont capables. Qu'il soit bien clair en effet qu'au départ, ingenium, c'est un concept de la philosophie. L'ingenium peut se définir comme notre complexion affective. L'ingenium, c'est l'ensemble de nos susceptibilités affectives, c'est l'ensemble de nos affectabilités, car nous sommes tous diversement affectables par les diverses choses du monde. Comme dit Spinoza de manière imagée dans la préface d'Éthique 4, la musique est bonne pour le mélancolique, mauvaise pour l'affligé, pour le sourd ni bonne ni mauvaise. On pourrait dire plus généralement que l'ingenium est l'instance où se récapitule l'ensemble de nos manières. Manière de sentir, de juger, de désirer et de nous mouvoir. Et cette instance, en réalité, c'est le corps. En tout cas, l'ingenium est le terme médiateur décisif qui fait passer de l'affection par les choses extérieures aux orientations déterminées de l'action conative. Si, pour dire les choses simplement, les affections, c'est ce qui m'arrive, et les affects, c'est ce que ça me fait, et par suite ce que ça me fait faire, il reste à comprendre pourquoi telle chose m'affecte plutôt que non, à l'image de la musique pour le sourd. Pourquoi, si elle m'affecte, elle produit en moi tel affect plutôt que tel autre? Et enfin, pourquoi, in fine, elle me fait faire ceci plutôt que cela? Eh bien, toutes les réponses à ces questions sont repliées dans l'ingenium. En tant qu'il récapitule mes susceptibilités affectives, il indique précisément quelle chose a le pouvoir de me faire quoi et de me faire faire quoi. C'est-à-dire quelle chose a le pouvoir de m'affecter et quelle sorte d'affect elle va produire en moi. Il suffit donc de dire que l'ingenium, en tant que constitution affective, est une structure corporée, génératrice de comportement, pour apercevoir aussitôt sa proximité avec l'habitus. Assurément, Bourdieu a l'intuition de ce que ces mécanismes relèvent d'une inscription corporelle, strate profonde, bien plus inertielle que tous les décrets de la conscience, et par là au principe de tous les effets d'hystérésis. Comme il l'a abondamment montré, il ne suffit pas aux dominés de prendre conscience de leur état de dominé, pour que leur personne, et notamment leur corps, cessent aussitôt de se mouvoir comme des corps dominés. De cette inscription corporelle, cependant, Bourdieu n'a à proprement parler que l'intuition, et je dirais pas le fin mot, il n'a pas le mécanisme génétique complet de sa constitution. C'est cela qu'on trouve dans la théorie spinozienne des corps, et notamment dans cette section de la partie 2, communément appelée la petite physique. Le corps, en ses parties molles, dit Spinoza, est traçable. Le corps peut être durablement impressionné parce qu'en certaines de ses parties, celle-là même que Spinoza qualifie de molle, il est imprimable. La rencontre de choses extérieures, particulièrement les rencontres répétées, modifie par empreintes successives la structure des corps qui conservent ces traces. Et ce traçage comme reconfiguration du corps détermine l'effet que produisent en lui les rencontres de choses ultérieures. Par métonymie, l'ingenium, c'est le corps tracé, en tant qu'il récapitule la série de ses empreintes structurantes et déterminantes, et configure et reconfigure l'ensemble des susceptibilités affectives. L'ingenium est donc l'intégrale d'une trajectoire d'expérience, c'est-à-dire d'une trajectoire socio-biographique. Eh bien, il suffit d'avoir dit ceci pour entrevoir aussitôt la clé de la reproduction comme de la non-reproduction. On comprend en effet que des corps exposés à des expériences semblables contractent des traçages semblables et soient ainsi déterminés à partager des manières semblables relativement à ces expériences. Or, les choses rencontrées et les expériences faites sont à l'évidence homogènes pour une large part au sein des groupes sociaux, et précisément en tant que ceux-ci peuvent être définis comme classes d'équivalence de conditions matérielles d'existence, donc pour cette part comme classes d'équivalence d'expérience. De là que les groupes sociaux soient également des classes d'équivalence d'ingenia, semblablement constituées au fil d'expériences semblables, classes d'équivalence de manière, manière de sentir, de juger, de goûter,
de penser, etc. Et ce sont là toutes les analyses extraordinaires de la distinction qui se précipitent dans notre esprit. Pour autant, quoique fortement homogénéisés par leurs expériences communes, deux ingénias pris dans le même groupe social ne peuvent jamais être parfaitement identiques, parce qu'il n'y a jamais de trajectoire biographique, donc deux trajectoires d'expérience absolument semblables. Si donc dans la formation des ingénias, il y a la part et le poids du commun, des expériences communes, il y a aussi la part des expériences idiosyncratiques, équivalent affectif du clinamen, si vous voulez, la possibilité de la divergence en tout cas. Comment comprendre que des enfants d'une même famille, à conditions sociales initiales identiques donc, puissent connaître des trajectoires sociales dissemblables, sinon comme l'effet de la part idiosyncratique des ingénias? Or, la différence idiosyncratique est partout, toujours. Par exemple, trivialement, l'un des enfants est l'aîné, l'autre le puîné, et ceci suffit à faire une différence. L'un est garçon, l'autre fille, sans commentaire. Ou encore, plusieurs années les séparent, et les parents qui ont été modifiés par leur première parentalité ne font plus les mêmes choses à la seconde, etc., etc. Et puis évidemment, il y aura l'effet de toutes les rencontres. Alors ça, tu y insistes énormément, Chantal. Rencontre d'un ami d'une autre classe sociale, rencontre d'un professeur, rencontre d'une situation, rencontre d'une œuvre, rencontre d'un modèle ou d'une image vocationnelle, etc. Bien sûr, les différences idiosyncratiques ne produisent que des effets qui leur sont proportionnés, la plupart du temps de second ordre. Et comme toujours dans la vie passionnelle, tout est affaire de balance. Ici, entre le poids des expériences communes et la force éventuelle de l'idiosyncratique. Par une sorte de loi d'échelle intuitive, il faut donc une ou des expériences particulièrement intenses pour secouer la chape du commun, produire un effet de traverse et faire bifurquer la trajectoire de l'individu hors des corridors statistiques de sa classe. C'est donc dans cette balance ingéniale du commun et de l'idiosyncratique que se donne à penser et la possibilité et l'improbabilité de la non-reproduction. En deçà, mais il faudrait peut-être plutôt dire au-delà de la sociologie et du problème de la non-reproduction. Le concept d'ingénium est aussi et en fait surtout l'instrument d'un profond remaniement de l'idée que nous nous faisons de l'individualité et de l'identité. C'est peut-être là l'un des apports les plus importants de la théorie spinozienne du mode fini, que de prendre à revers toutes les conceptions substantialistes du moi, dont on sait quelle place elles occupent dans le dispositif général de l'idéologie individualiste. Comme son nom l'indique tautologiquement, mais d'une tautologie tout de même un peu coriace, le mode est une modification. Il est une modification de la substance divine. Mais le point important ici est qu'il est une modification susceptible de modification. Le mode est modifiable. Ces modifications du mode ont beaucoup à voir avec sa finitude comme mode fini, puisque cette finitude a pour conséquence que le mode ne peut vivre autrement que dans la relation avec d'autres modes. Le mode est constitutivement lié. Son existence est nécessairement relationnelle. Eh bien, c'est cette exposition nécessaire aux autres modes, à quoi s'ajoute, comme l'a rappelé Laurent, la complexité de sa structure corporelle, qui rend le mode fini humain si hautement affectable, c'est-à-dire modifiable. Et modifiable en deux sens. Le mode humain est modifiable au sens faible, puisqu'il est directement affectable. Et qu'être affecté, c'est connaître une variation. En l'occurrence, une variation de la puissance d'agir du corps, et corrélativement, une variation de la puissance de penser de l'esprit. Mais le mode humain est également modifiable en un sens plus fort, quand ses affections laissent des traces durables, et font par conséquent varier sa complexion même. C'est bien une modification au sens fort, puisqu'il s'agit ici d'une modification de ses manières d'être affecté, c'est-à-dire d'une modification de ses manières d'être modifié au sens faible. Par exemple, je subis dans un certain milieu telle expérience qui m'attriste. Je suis modifié au sens faible. Mais cette expérience est répétée et supposons que, comme on dit, je m'endurcis. À la fin, ça ne me fait presque plus rien. Je ne suis plus affecté. J'ai modifié au sens fort ma manière d'être modifié au sens faible. Je suis devenu plus résistant à ces choses. J'ai déplacé mes tolérances. Et ça, c'est un acquis, c'est intégré dans ma complexion. Ou bien l'inverse, d'ailleurs. La répétition des agressions m'a miné et m'a durablement fragilisé. J'en supporte maintenant 3 fois moins qu'avant. Pensez au soldat qui revient de la guerre en ayant eu tellement peur des IUD que la moindre pétarade de pot d'échappement le terrorise dans la rue. Lui, il a été modifié au sens fort. En tout cas, la grande force de cette théorie du mode fini et de ses modifications se tient là, précisément. Mode et non pas substance, mode constamment modifiable. L'individu humain n'est pas une entité invariante, fixée à quelque chose ou en quelque chose qui serait son moi, donné une fois pour toutes,
assigné à une essence au sens ordinaire du terme en tout cas. Sans doute un mode, insiste Spinoza, est-il défini par son essence singulière, mais conçu comme un certain rapport. Un rapport de mouvement et de repos, dit Spinoza, entre ses parties constituantes. Et point d'une suprême importance, ce rapport est plastique. Il est susceptible de prendre des figures variées. Une essence donc, mais définie d'une manière inédite, en un sens structural, comme rapport capable de multiples actualisations, c'est-à-dire de multiples figurations. Cette plasticité figurale du rapport est donc un potentiel de variation indéfini. À l'opposé du moi substantiel invariant, le mode humain, sans cesse exposé à de nouvelles rencontres et faisant sans cesse de nouvelles expériences, est constamment en train de différer. En un sens non déridien, mais avec une orthographe tout à fait déridienne, on pourrait donc dire que la théorie du mode fini humain est de l'ordre d'une philosophie de la différence. La différence ici a fondamentalement à voir avec le fait que l'ingénium est le produit toujours temporaire d'un processus de construction continuée. La trajectoire d'expérience dont l'ingénium est l'intégrale est une trajectoire toujours ouverte, à laquelle ajouteront toutes les rencontres, tous les événements à venir. Jamais donc le mode ne demeure strictement identique à lui-même. Là où Nietzsche en juin devient ce que tu es, Spinoza commence avec l'idée qu'on ne cesse de devenir autre que ce qu'on est. Mais le verbe être ici n'est qu'un verbe d'état, sans autre consistance ontologique. Alors peut-être pourrait-on envisager une réconciliation de ces deux énoncés, si vraiment on y tenait, en considérant que le devenir actif chez Spinoza est une sorte de conformité du mode à son essence singulière sous le régime de la causalité adéquate. Toujours est-il qu'à distance de l'asymptote des affects actifs, l'individu de la servitude passionnelle, lui, ne cesse de différer, et d'une différence inconnaissable, puisqu'elle est systématiquement en prise sur l'aléa des rencontres. C'est pourquoi on ne connaît pas quelqu'un. Ce qu'on nomme personnalité, entendant par là une structure comportementale invariante et par suite connaissable, n'est en fait que l'état présent d'un ingénium toujours plus ou moins fluent, en tout cas toujours exposé à la possibilité d'une expérience dramatique. Bien sûr, la plupart des variations de l'ingénium sont de faible intensité et même confirmantes, auto-renforçantes. Aussi, les nouvelles expériences conduisent-elles le plus souvent à des réponses au voisinage des comportements acquis, traduisant par là que l'ingénium lui-même n'a pas bougé et qu'il a répondu selon ses plis habituels. Plus encore, la réexposition régulière aux expériences récurrentes qui font la trame de nos existences ordinaires a pour effet d'approfondir les plis de notre ingénium, rendant par là nécessaire de faire une expérience d'une intensité inédite pour que nous en venions à modifier significativement nos manières. La répétition est ainsi au principe de ce qu'on pourrait appeler les indurations de l'ingénium, plis contractés de si longue date et si souvent refaits qu'ils ont été durcis et deviennent indéfroissables. On pourrait interpréter d'ailleurs en ces termes le phénomène du vieillissement comme arrêt de l'ingénium, dans des plis devenus si invétérés qu'ils rendent presque impossible de s'ouvrir à de nouvelles manières. Et l'on comprend que cette définition du vieillissement ne se confond pas nécessairement avec l'âge biologique. Il y a des fixations, il y a des arrêts névrotiques, par exemple, tout à fait précoces. En tout cas, c'est cette stabilisation de l'ingénium, stabilisation contingente, quoique statistiquement très fréquente, qui donne l'impression, mais trompeuse, d'une fixité de principe, que nous inscrivons improprement dans l'idée ordinaire de personnalité ou d'identité. Si une personnalité implicitement comprise comme essence de la personne est une donnée fixe, alors oui, il n'est pas interdit d'imaginer pouvoir en faire le tour. Dire qu'on connaît quelqu'un, c'est émettre une prétention de cette sorte, adossée à une hypothèse de cette sorte. Mais la stabilisation ingéniale et la régularité comportementale qui fondent cette illusion gnoséologique sont toujours susceptibles d'être bousculées par un événement extraordinaire. Émerge alors un comportement sans précédent, inanticipable, exprimant la prise soudaine d'un pli inédit. Et l'individu qu'on croyait connaître nous est littéralement méconnaissable. L'illusion gnoséologique persévère dans son erreur essentialiste lorsque, confrontée à cette rupture, elle dit que l'individu se révèle, demeurant par là dans le paradigme du donné fixe connaissable. C'est simplement, croit-elle, qu'un bout de ce donné fixe était resté caché et que tout soudain il nous est découvert. Or, à ce schème de la révélation, il faut plutôt préférer celui de la construction, c'est-à-dire de la production. Claudel, frappé derrière son pilier d'église, ne s'est pas révélé.
il a été produit dans et par l'événement. La guerre révèle moins les hommes qu'elle ne produit des hommes nouveaux. Le soldat en revient si profondément modifié que, comme le disent ses proches, on ne te reconnaît plus. Si on la remanie et si on l'entend adéquatement, il se pourrait donc qu'il y ait plus de philosophie qu'on ne croit dans cette remarque populaire qui dit « on ne connaît pas les gens ». Et pour cause, il continue d'être produit à chaque instant. Certes, la plupart du temps sous des variations insensibles, mais parfois sous des variations dramatiques. De sorte qu'en principe, on n'en a jamais fini de connaître quelqu'un. Non parce qu'on n'aurait pas eu suffisamment de temps pour en faire le tour, mais parce qu'il est toujours en train de devenir autre. Et surtout parce qu'on ne peut jamais exclure qu'il puisse devenir radicalement autre. C'est l'idée du tour comme boucle bouclée, fermée, circonscrivant un moins défini et connaissable, qui est un fourvoiement, même si elle offre, dans la plupart des cas, c'est vrai, une bonne approximation pratique. En théorie, pourtant, il n'y a pas de boucle bouclable, puisque par définition, une trajectoire de vie est toujours ouverte. Alors, vers quoi cette trajectoire ouverte nous mène-t-elle? Vers l'induration par répétition, ou bien vers le foudroiement par l'événement, en pensant également à tous les degrés intermédiaires de la différence. C'est une question à laquelle seul l'entendement infini de Dieu apporte des réponses certaines, et parfois la sociologie des réponses statistiques. L'éthique, elle, se pose une autre question, ou plus exactement, elle présente sa possibilité. Vous aurez observé que, de manière un peu subreptice, je suis passé du concept spinozien de trace à une image plutôt leibnizienne, de pli. Alors, rien à voir avec la monade, en l'occurrence, mais plutôt ici, l'ingenium comme pliage d'expérience. L'ingenium comme l'ensemble des plis contractés au fil d'une expérience. Image du pli qui nous en livre aussitôt une autre. L'éthique comme origami. L'éthique comme un art des plis. La vie sous le régime de la servitude passionnelle nous fait surtout prendre de mauvais plis. Eh bien, l'éthique, c'est l'art de défaire ces anciens plis, de les défroisser pour en refaire de plus beaux. C'est un art de prendre de nouveaux plis. Alors évidemment, pas n'importe lesquels. Disons surtout un, le pli de la raison sous l'espèce de la connaissance du troisième genre. Une expérience transclasse, si l'on veut, mais d'un genre assez particulier et sacrément intensifié. Sortir du régime des affects passifs, s'extraire de la classe des hommes conduits par leur passion. Chantal, tu m'avoueras que c'est là un fameux programme de non-reproduction. Je voudrais essayer de clarifier un certain nombre de points par rapport à ce que tu as demandé, Laurent. Alors d'abord, comme c'est un point qui revient dans au moins 2 interventions, il ne s'agit pas pour moi de penser en opposition contradictoire avec Bourdieu. Et c'est pour ça que je fais une distinction entre la contradiction et la contrariété. 2 choses contraires peuvent coexister, 2 choses contradictoires ne le peuvent pas. Quand je dis dans la conclusion complexion versus habitus, il ne s'agit pas du tout de dire que je m'oppose à la théorie d'habitus, puisque je l'intègre totalement. Je vais simplement montrer que le concept de complexion est plus englobant que celui d'habitus et me donne des instruments d'intelligibilité du parcours transclasse plus grands que celui d'habitus. Et c'est pour ça que je ne m'oppose absolument pas à cela, dans la mesure où, par exemple, je souligne à la toute fin du fait qu'il ne s'agit pas du tout de récuser le concept d'habitus, qui est tout à fait opératoire, mais de penser l'inclusion des habitus dans un concept plus large, c'est celui de complexion. Alors pourquoi ce concept de complexion ou d'ingenium? Pourquoi il me paraît décisif? Parce que dans l'idée de complexion, il y a bien sûr toutes les dispositions, tous les habitus qui nous sédimentent, mais aussi les rencontres fortuites, les liens que l'on peut tisser, nouer et dénouer, ce qui indique très bien le terme de complexion en latin, qui ne ressort pas complètement de la notion d'ingenium, mais c'est la manière dont on va nouer et dénouer ce qui nous advient, nos affects. Et l'idée de complexion, complexio c'est tisser avec, implique qu'on est toujours en relation avec le monde extérieur, autrement dit qu'on ne peut pas se penser comme un sujet isolé, comme un individu coupé, comme une monade, un atome, mais il s'agit de penser
la relation, les liens qui sont tendus, distendus, qui se nouent, qui se cassent, qui se recomposent. Donc c'est ainsi que je penserais un individu, toujours dans cette relation avec les autres, dans cette interrelation. Et c'est pour ça que pour moi, un transclasse, ce n'est pas une figure individuelle, une sorte de héros solitaire qui parcourrait la société avec le modèle du self-made man qui monte à la force de son poignet. C'est plutôt quelqu'un qui, en lien avec son milieu social et sa classe sociale, et je reviendrai sur la distinction entre les deux, compose sa propre aventure, mais comme je disais dans le livre, on ne part pas tout seul, on est mis à la porte ou porté par le milieu. Autrement dit, l'aventure du transclasse, c'est jamais une aventure solitaire, c'est une aventure qui est liée à une expulsion ou une propulsion par un milieu donné. Alors, le terme de milieu, pour moi, est beaucoup plus large que celui de classe, puisque dans le milieu, on intègre toutes les données, c'est-à-dire le sexe, la race, le type de sexualité, que ne recouvre pas complètement le concept de classe. Autrement dit, on appartient à une classe, mais on appartient plus largement à un milieu. Donc ce qu'il y a à penser dans cette figure du transclasse, c'est l'imbrication de toutes ces données ensemble qui peuvent se composer pour produire un arrachement, alors à un milieu donné, certes, mais aussi à une classe sociale. Alors la classe sociale, elle se définit comme un ensemble de déterminations qui sont à la fois économiques, culturelles et politiques. Elle se définit par un capital ou une absence de capital, c'est-à-dire des revenus économiques et matériels, donc qui va établir une différence, des différences culturelles, un rapport au savoir, l'appropriation au savoir, un rapport différent au pouvoir. On sera dans une structure de domination ou on sera dans une structure où on est dominé, et on peut participer à différents échelons à la domination et être dominé sur différents terrains. Et ce que Bourdieu appelle aussi disposer d'un capital symbolique, c'est-à-dire la manière dont on tient un discours sur la position sociale qu'on occupe, donc il y aura une valorisation, une intériorisation par l'individu du jugement ou du verdict social qui est porté sur lui. Donc dans la dimension de classe sociale, il y a toutes ces données qui se combinent. Le milieu est encore plus large, puisqu'on ne se définit pas seulement par sa classe sociale, mais on se définit aussi par ses déterminations genrées, par sa sexualité, ses orientations. Donc voilà pourquoi il y a ces deux concepts. Alors pourquoi j'ai parlé de transclasse en même temps pourquoi j'ai eu besoin, comme le soulignait Geoffroy, de forger ce concept? D'abord parce que, effectivement, nommer, c'est faire exister une réalité, c'est en faire prendre conscience, et ça amène à réfléchir sur le fait que quand on nous parle d'ascension sociale ou de mobilité sociale, ce sont des termes qui sont idéologiques pour moi. D'abord, dans l'idée d'ascension sociale, ou l'idée qu'il faut remettre l'ascenseur social en marche, c'est la manière dont une société se représente son ordre, veut le maintenir, le préserver, par le fait qu'on va instaurer, par un certain nombre de mesures plus ou moins artificielles, une mobilité qui fait que l'ordre se maintient, et cette mobilité est comme une soupape de sécurité pour encourager l'immobilisme. Bon. Alors, si j'ai voulu parler de transclasse et non pas de mobilité sociale, c'est aussi pour rappeler la réalité des classes sociales qu'on a tendance à nier, et notamment dans le terme de mobilité. C'est extrêmement vague, la mobilité. Tout le monde bouge tous azimuts. En réalité, ce qu'il y a à penser, c'est la difficulté de changer un état social donné. Et je voulais rappeler cette importance de la classe, qu'on a tendance à dénier, surtout quand on est en position de domination relative, c'est-à-dire que celui qui ne dispose pas de ressources matérielles, celui qui est dominé, celui qui n'a pas de ressources culturelles ou qui symboliquement est affecté de coefficients négatifs, comme le peuple, le monde d'en bas, etc., celui-là, c'est très bien
qu'il appartient à une classe sociale. Le déni vient souvent du fait qu'on veut effacer les différences, pour des motifs politiques, pour se donner bonne conscience ou pour donner l'impression qu'on tient un discours universel qui gomme ces disparités. Donc c'est pour ça que j'ai eu besoin de forger ce concept. Et il m'a paru important de le noter. Alors, pour répondre en même temps à la remarque que faisait Geoffroy, quand je pense à un transclasse, je le pense au tout départ comme une figure qui apparaîtrait comme un point aveugle ou comme une exception. Mais très vite, je montre on le pense au début comme une anomalie. Et d'ailleurs, Bourdieu lui-même dit qu'il y a des exceptions à la reproduction. Il le dit dans Les Héritiers. Deux types d'exceptions, ce sont par exemple les héritiers qui dilapident l'héritage et qui donc vont se retrouver déclassés, ou inversement, donc des ouvriers qui vont faire un parcours social surprenant par rapport à la loi de la reproduction. Alors, ce que je voudrais dire sur ce point, c'est que quand je parle de non-reproduction, il ne s'agit pas du tout de dire que la reproduction n'existe pas ou de la contester, bien évidemment, puisque, en dernière instance, je dis que la non-reproduction, c'est peut-être la ruse suprême de la reproduction, et si on essaye d'encourager les transfuges de classe, cet appel à la trahison, à l'élévation sociale, ça dépend, si on la valorise, on va dire que ce sera une promotion sociale, ou du point de vue de ceux qui la considèrent avec envie, on visera cela comme une trahison. Eh bien, il ne s'agit pas du tout de dire que c'est une solution, par exemple, politique au problème des sociétés, mais c'est quelque chose qui est engendré par le milieu social, c'est-à-dire qu'on peut le voir comme la ruse de la reproduction. C'est-à-dire on admet un écart qui rend cette reproduction ou cet ordre social intangible par le fait qu'on offre la possibilité de mobilité dans un ordre qui est immobile. Alors, c'est pourquoi, par exemple, le fait qu'il y ait des transclasses, ça n'est absolument pas l'aventure d'un individu rebelle contre une société, parce que c'est le produit d'une société, d'un milieu. Que ce milieu soit le milieu social d'origine, par exemple, le fait que l'on quitte un milieu dit défavorisé parce qu'on est propulsé par les aspirations de sa famille, qui veut prendre une revanche sociale, qui désire que les enfants n'aient pas la vie aussi misérable que les parents ont connue, ou que l'on soit expulsé par ce milieu parce qu'on ne correspond pas à ces normes, soit parce qu'on n'a pas la même orientation sexuelle, soit parce qu'on n'a pas les mêmes aspirations, parce qu'on a une différence, parce qu'on est l'enfant de la honte, on est bâtard, on est toute une série de déterminations, mais chaque fois, c'est toujours en relation avec un milieu donné. Ou inversement, la production de transclasse vient aussi du fait qu'il peut y avoir dans la classe dominante le besoin de forger des cadres nécessaires à la reproduction. Donc, c'est vraiment une production du social. Ce n'est pas un phénomène exceptionnel, et en ce sens-là, je suis tout à fait d'accord pour dire que quand on parle d'exception ou quand on parle de miracle, souvent, c'est pour masquer, pour s'empêcher de comprendre les causes qui président au phénomène et ne pas l'insérer dans un réseau de détermination. Alors maintenant, quant à dire que ma démarche serait une démarche qui m'apparenterait au moraliste, alors je sais que dans ta bouche c'est vraiment quelque chose d'extrêmement flatteur. Je ne sais pas si je peux m'identifier à cette démarche. Sans doute y a-t-il des traits communs, oui. L'image aussi positive que leur accorde Bourdieu. Tout à fait, tout à fait. Donc, ce que je voulais entreprendre, en tout cas, c'était une démarche d'abord philosophique, alors qui peut être moraliste et qui promeut un certain type d'éthique aussi, puisqu'il s'agit dans cette démarche non seulement de décrire une réalité, mais aussi de donner les moyens de la combattre, de savoir comment se réapproprier son existence, et ça vaut pour tout individu, comment rester soi ou devenir soi plutôt, puisque je citais à ce propos Michelet, le plus difficile, ce n'est pas de monter, mais en montant de rester soi, et je disais que Michelet présupposait quand même qu'il y ait déjà un soi, alors qu'il est à constituer, ce qui me permet de penser le concept de complexion. Alors, je dirais que ma démarche, je la revendique comme philosophique parce que, disons que je m'inscris, je dirais, dans une certaine conception de la philosophie qui considère que le travail philosophique
c'est un travail qui consiste à promouvoir aussi de nouveaux objets, à fabriquer des concepts. Et pour moi, je trouve tout à fait légitime que l'on puisse méditer sur des objets philosophiques qui ont déjà été constitués, que l'on puisse gloser sur des textes, ça me paraît tout à fait nécessaire et je n'oppose pas ces démarches. Mais en même temps, je pense aussi que la philosophie n'a pas à se cantonner dans des objets déjà existants, elle doit défricher de nouveaux espaces, construire de nouveaux objets de pensée, c'est-à-dire penser que la philosophie serait déjà définie d'avance, c'est comme si on pensait que les objets philosophiques existaient dans une sorte de monde intelligible préexistant, alors qu'il n'y a pas d'objets philosophiques, on les constitue comme tels. Donc mon entreprise, c'est d'essayer de constituer la réflexion sur les transclasses en objet philosophique, ça ne s'oppose pas du tout à une démarche sociologique, on analyse avec les moyens du bord, proposer de nouveaux outils. Et pour moi, le défi, c'était, pour la philosophie, d'essayer de penser une singularité. Comment on peut, à travers des concepts qui visent généralement l'universel, ressaisir la singularité, quels outils on peut penser. Et c'est pourquoi ça invitait à un dialogue aussi avec les sciences sociales, forcément. Je me suis nourrie évidemment de la réflexion qui est menée dans les sciences sociales, mais je me suis nourrie aussi de la littérature, parce que la littérature nous aide à penser la singularité, elle nous la présente avec distance de nous-mêmes, peut-être plus que dans les cas de témoignage, mais en même temps un témoignage, on peut dire qu'il y a quelque chose qui est aussi une mise en scène de soi dans le témoignage, qui est déjà comme une pré-littérature, donc il n'y a pas d'opposition entre les enquêtes ou le récit de soi qu'on peut faire à travers les enquêtes et la littérature, puisqu'on pourrait dire que dans la littérature, il y a un travail sur l'écriture, mais même dans l'enquête où on fait un récit de soi, il y a toujours une part de fiction, de représentation de soi, de points aveugles. Alors c'est pour ça que j'ai essayé de forger des outils d'intelligibilité d'un parcours de transclasse qui peut être partagé. Et ça n'est pas, alors pour répondre encore à Laurent sur ce point, c'est le moyen par lequel, au fond, j'essaie de rendre intelligible des parcours où on essaye de comprendre la constitution de soi, mon soi propre et celui des autres, dans le partage. Et ces instruments peuvent apparaître comme une forme de recul par rapport à un récit autobiographique ou à ce qui se présenterait comme une auto-analyse, et en même temps, c'est ce qui donne des instruments pour essayer le mieux possible d'y voir clair en soi et en les autres. Donc moi, je n'exclus pas, par exemple, de construire des auto-analyses, des autobiographies, des socio-autobiographies un peu à la manière d'Annie Ernaux. Mais il me faut forger des instruments qui permettent de comprendre mieux les choses par le biais de détours, et la philosophie sur ce plan permet aussi de donner des concepts qui mettent des mots sur des choses que chacun peut vivre. Et je voudrais revenir sur une remarque qu'a pu faire Geoffroy, qui me paraît importante. C'est vrai, et les retours que j'en ai le confirment chaque jour, c'est vrai que c'est un livre qui réhabilite les affects, qui montre l'importance des affects dans le monde social. Il ne s'agit pas du tout de penser l'individu comme ayant simplement une stratégie, un agent rationnel qui calcule. Les affects sont déterminants. Et je pense que dans la manière dont j'écris ce livre, je pense que c'est un livre aussi, effectivement, qui affecte. J'ai eu beaucoup de retours là-dessus, sur le fait que ce livre travaille au plus profond, au sens où il y a des réactions, un malaise, mais aussi un soulagement. Certains y ont vu une forme de réconfort, de consolation, m'a-t-on dit, parce que justement, ce qui apparaît parfois comme une aventure solitaire, où chacun est enfermé dans son ego et pense que il ressent un malaise, il ne se sent pas à sa place dans son nouveau milieu, il prend conscience du fait que c'est une expérience qui est partagée, que là, il y a du lien qui se tisse, que ça n'est pas quelque chose qui est lié à des traits de caractère psychologiques, ou comme une sorte de données liées à une personnalité, mais que c'est quelque chose qui est produit aussi par le social. Et ça, c'est important de le comprendre, parce que ça permet aussi, d'une certaine manière, de conjurer la violence subie, de forger des armes, et c'est un peu aussi comme ça que j'ai écrit ce livre. Un livre, oui, c'est aussi un livre de combat. Je dois dire que dans le grand écart dans les affects du transclasse,
entre la honte notamment et la fierté, la honte étant le marqueur premier de la situation d'un transclasse, eh bien, il y a quand même, comme le livre le fait bien remarquer, une espèce de cercle vicieux entre les affects, alors que par ailleurs, il y a une démonstration magistrale de la possibilité, au contraire, par la connaissance, au sens spinoziste, de se libérer de plus en plus de cet emprisonnement par les affects. Je suis effectivement très sensible au fait que dans la dimension du transclasse, c'est la notion de passage qui est essentielle, la difficulté du passage, et l'idée que dans le préfixe trans, c'est pas l'idée d'élévation, c'est l'idée que c'est de l'autre côté. Et le problème, précisément, c'est celui de la conciliation des deux mondes, c'est-à-dire le fait que, au fond, un transclasse, mais il a la lutte des classes en lui, parce que c'est la difficulté de se situer, pour peu qu'il soit conscient, c'est-à-dire qu'il essaye d'être lucide, de diminuer sa part d'aveuglement, de ne pas fusionner avec sa réussite sociale, entre guillemets, bien, forcément, il est déchiré par le fait que il voit ceux qu'il a laissés derrière lui, et c'est pour ça que je disais que d'une certaine manière, si on est lucide, on a mal aux autres, hein, et en même temps, il ne peut pas non plus totalement adhérer à son nouveau monde, même quand bien même il le voudrait, parce qu'il n'a pas forcément la bonne distance, soit il en fait trop pour imiter les autres, pour ne pas se faire remarquer, donc il y a toujours quelque chose qui est ce que j'ai décrit à travers des termes spinozistes de la fluctuation animi. Donc c'est vrai qu'il y a cette tension qui demeure, mais cette tension n'est pas nécessairement quelque chose de négatif, parce que ça devient aussi un observatoire du monde social, c'est-à-dire que porter des contradictions en soi, porter des tensions en soi, ça amène à comprendre comment on a plaqué sur soi toute une série de déterminations, d'étiquettes, d'habitudes dont il faut se déprendre, ou il faut se recomposer, ou essayer au fond de savoir ce dans quoi on se reconnaît et ce que l'on voudrait finalement critiquer. Donc la posture du transclasse, c'est une posture d'entre-deux, de tiraillement, mais c'est aussi une posture qui peut permettre une vision à distance, sans adhésion à des mondes sociaux pour lesquels généralement on n'a pas de recul, puisqu'on vit dans ce monde-là, dans l'entre-soi, etc. Alors en même temps, la difficulté, effectivement, c'est de savoir comment on se situe, et ça fait bouger le concept aussi de classe sociale, hein, parce que ça montre que c'est un concept qui n'est pas statique, hein, puisque de toute façon il est imbriqué dans d'autres déterminations, comme je disais, que ce soit le sexe, l'orientation sexuelle, le genre, peu importe. Et d'autre part, il y a le fait que on porte en soi des mondes, et que ces mondes nous invitent à nous redéfinir sans arrêt, comme le montre justement la posture de Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir, ou peut-être ce qui est le plus radical pour montrer cette tension. Comme il est roturier, le marquis de la Mole lui demande de porter un habit noir quand il sera le précepteur de son fils, et quand il sera son futur gendre, l'époux de Mathilde, il lui demande de porter un habit bleu. Donc tour à tour, il s'habille en bleu ou en noir, hein, donc pour marquer son appartenance soit à la noblesse, soit donc à la classe des petits précepteurs, ou plus lointainement encore à la classe de son père qui est charpentier. Donc tout le problème, c'est cette bigarrure, c'est-à-dire porter plusieurs vêtements, plusieurs peaux, comment les harmoniser, comment arriver à les penser, ou comment arriver à faire en sorte qu'on se dépouille du bleu comme du noir pour essayer de construire un monde autrement coloré. Donc parce qu'effectivement, je voulais insister sur ce point, le transclasse, c'est pas une figure de libération, puisque ça ne peut pas être brandi comme un étendard se substituant à un changement social profond. Souvent, il est au contraire utilisé comme une sorte de mascotte pour montrer qu'une société n'est pas si injuste que ça. La preuve en est, il y a des mouvements sociaux, même à la marge, qui se produisent.
tu as dit quelque chose, ils ont un regard sur leur parcours. Alors, est-ce que c'est si systématique que cela? Parce que, naturellement, il y a des transclasses qui sont simplement des gens qui s'enrichissent. Hein? Ça masque aussi qu'il y a une culture ouvrière, qu'il y a une culture paysanne. Alors, je pense à Camus et à l'idée, il faut que je garde la richesse de la pauvreté. Il faut que... Et donc ensuite, je suis devenu un intellectuel, mais j'ai perdu quelque chose. Et j'ai perdu une vérité. C'est-à-dire, il y a une vérité de l'autre côté. Il y a des cultures, d'autres cultures qui ont été perdues. Et ce n'est pas sûr que l'on devienne plus complexe. On peut devenir plus bête, tout en devenant plus riche. Hein? Et perdre toute la lucidité que l'on pouvait avoir dans le tissu paysan ou ouvrier. Tu vois? Donc, je sais très bien, nous connaissons, que tu ne penses pas ce que l'on pourrait te faire dire. Donc, c'est pour cela que je te pose la question. Tu fais bien de poser la question parce que ça me permet de reprendre un point que Michelet a lui-même évoqué, dont je parle dans le livre. C'est-à-dire tout le problème, pose Michelet, c'est de savoir si ceux qui montent, entre guillemets, ils gagnent. Et il dit, ils perdent le plus souvent. Pourquoi? Parce qu'ils auront, il disait à propos, le père avait les mains fortes, le fils les a grosses. Autrement dit, il a perdu une certaine forme de culture. Mais pourquoi? Parce que tout dépend du rapport qu'on entretient avec son milieu d'origine. C'est-à-dire, on va avoir des transclasses. Il y a toutes les figures possibles dans la complexion. Et c'est pour ça que ce concept est riche. Il va y avoir des transclasses qui vont effectivement coller avec la figure du parvenu, c'est-à-dire vouloir à tout prix prendre tous les oripeaux de la classe d'arrivée, c'est-à-dire jouer les riches qui oublient les différences sociales, les conditions sociales, s'identifier avec tous les oripeaux, je dirais, de la distinction bourgeoise, qui seront tout aussi aliénés. Et c'est pour ça que je disais que le grand problème, c'est de savoir, et je parle là en termes empruntés à Michelet, c'est est-ce qu'on est un bâtard ou est-ce qu'on est un barbare? Et le bâtard, c'est celui qui en fait perd toutes les qualités de la classe d'origine, parce qu'il y en a, hein, et n'arrive pas à s'approprier les qualités de la classe d'arrivée, parce qu'il y en a, hein, mais apparaît, tout est affadi, c'est-à-dire ni il peut avoir certains habitus qui sont tout à fait... qui renforcent la puissance d'agir de son milieu d'origine. Il n'a pas vraiment les habitus polis de la classe d'arrivée. Et du coup, il se situera dans un entre-deux, dans le déchirement. Et donc, son parcours apparaîtra comme une forme d'aliénation. C'est pour ça que Michelet dit il faut être barbare, au sens, le barbare, c'est celui qui est porteur, il est comme l'éclaireur d'un monde nouveau avec lequel on entraîne les autres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être barbare tout seul, au sens où il s'agit de promouvoir des nouvelles valeurs. Alors, Michelet ne va pas dire qu'il s'agit ici d'aller promouvoir la révolution, mais il veut quand même montrer qu'il s'agit que le peuple soit en marche. C'est l'idée de la marche. Donc ça, c'est vraiment une question essentielle. Et c'est pour ça que, par exemple, j'insiste beaucoup sur le fait que, quand je parle de transclasse, c'est un concept qui est neutre. C'est-à-dire qu'on peut s'abrutir totalement dans le passage, hein, au sens où il s'agit simplement d'être une pâle copie de la bourgeoisie, on n'y aura rien gagné. Hein. On peut aussi y gagner une lucidité. Et elle n'est pas automatique. Hein, il ne s'agit pas d'en faire un héros. Alors, pourquoi j'ai insisté sur la possibilité justement d'avoir une lucidité, précisément pour se servir de ce passage comme d'une expérience possible, et non pas effectivement toujours réalisée comme telle, une expérience possible de compréhension des mondes sociaux, de la violence sociale et de la manière dont on pourrait forger, penser des outils pour la contrer. Hein. Mais peut-être une des réflexions qui m'a le plus marquée, je dirais, dans le travail que j'ai entrepris, c'est celle qui est menée par John Edgar Wiseman. Suis-je le gardien de mon frère? Cette réflexion, elle est extrêmement profonde, puisque George Edgar
Weinman vit un parcours de transclasse assez classique, je dirais, c'est-à-dire qu'il sort du ghetto noir de Pittsburgh, il fait des études et il devient un écrivain. Donc on peut penser qu'il s'est arraché à sa classe d'origine et le vivre, enfin, il pourrait le vivre comme une forme de succès, comme une forme de promotion sociale. Ce que c'est d'une certaine manière, puisqu'il s'arrache quand même à une certaine misère. Son frère, donc c'est déjà, on pourrait penser qu'il peut avoir le même parcours. Son frère, lui, eh bien, va, à cause d'un braquage qui a mal tourné, se retrouver en prison à vie derrière les barreaux. Donc c'est le prototype du petit voyou qui voit son avenir hypothéqué. Donc on peut penser que voilà, là, lui, c'est le bas de l'échelle sociale. Or, un dialogue s'engage entre les deux parce que George Edgar veut comprendre pourquoi deux semblables, deux frères, avec la même mère, le même père, le même milieu environnant, le même tissu social du ghetto de Pittsburgh, ont pu avoir une trajectoire sociale aussi différente. Pourquoi moi, John Edgar, je suis écrivain, et pourquoi toi, mon frère, tu es derrière les barreaux? Alors, c'est un dialogue qui s'engage pour comprendre ces trajectoires différentes. Or, à un moment donné, dans sa prison, il n'a pas le choix, il est condamné à vie, puis en plus, comme il est noir, forcément, on ne cherchera pas à trouver des avocats pour défendre sa cause, à plaider l'erreur judiciaire, etc. Donc, de toute façon, il n'a aucun espoir de s'en sortir. Il devient ingénieur. Voilà. Et dans sa prison, mais il fait des études pour devenir ingénieur. Donc, il est enfermé et il essaye de faire quelque chose de ce qu'on a fait de lui. L'écrivain se demande, au fond de lui-même, si la vie de son frère, telle qu'elle est devenue derrière les barreaux, en essayant de trouver du sens à devenir ingénieur, elle n'est pas préférable à la sienne, qui, au fond, qui est une forme de conformisme. Il épouse un modèle social qui lui était présenté, c'est-à-dire le fait que dans le ghetto noir, on s'en sort soit par l'étude, soit en faisant du sport, soit en devenant une vedette dans la musique. Et si, au fond, il n'est pas plus aliéné que son frère, d'une certaine manière, il ne répond pas, il ne tranche pas, mais la question se pose. Donc il ne s'agit pas de penser effectivement cette trajectoire comme une proposition. C'est pour ça que je refuse de parler d'ascension sociale. Ces métaphores du haut et du bas, ces jugements de valeur nous empêchent d'y voir clair. Et le parcours du transclasse, il ne faut pas le voir comme un parcours forcément héroïque. C'est un parcours où on peut s'interroger, mais certains ne s'interrogent pas, c'est-à-dire qu'ils vont coller à un monde social, même s'il peut y avoir par moments des phases de crise, où je disais que certains transclasses peuvent être plus royalistes que le roi, c'est-à-dire épouser toutes les formes de la domination dans la bourgeoisie, c'est-à-dire reproduire de façon encore plus violente l'oppression, et essayer de se démarquer du monde social qu'ils ont quitté en le méprisant davantage que pourrait le faire quelqu'un qui est relativement indifférent ou qui le connaît mal parce qu'il est né dans tel type de classe sociale parisienne. Justement, en soulignant effectivement, comme vous venez de le faire, en fait, les ambiguïtés du transclasse qui, la plupart du temps, est assez conformiste. En fait. Du coup, quelle est finalement la solution, une solution collective, j'entends, au problème d'aliénation que vous constatez? Est-ce que on doit imaginer un passage de la figure du transclasse à celle d'une figure plutôt révolutionnaire? Ou alors, est-ce qu'on doit faire confiance à des hommes de bonne volonté qui, chacun à leur place, essaieront de produire des réformes, aussi bien politiques qu'intellectuelles? Quelle est, d'après vous, votre solution, ou en tout cas une issue positive? Alors, il est clair que le transclasse peut nous donner des instruments pour penser une émancipation, parce qu'il voit les aliénations successives, il peut en avoir conscience, on n'a pas nécessairement conscience. Mais je dis à la fin, le transclasse, c'est pas l'avenir de l'homme, au sens, c'est pas, il ne porte pas en lui nécessairement un germe révolutionnaire. Il ne transforme pas la société, il la conserve d'une certaine manière, puisque pas lui tout seul, mais on va le brandir comme un alibi en disant, voyez, les changements sont possibles, la preuve, et généralement on rajoute avec un peu de volonté, quand on veut, on peut, donc renvoyant à une responsabilité individuelle. Donc pour moi, il ne s'agit pas du tout de dire que, en gros, la solution, ça consisterait à faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de transclasses, parce que les solutions, elles se tissent, elles s'inventent collectivement.
Et donc, il ne s'agit pas du tout de penser une somme d'aventures solitaires, hein, même d'hommes de bonne volonté. La figure du transclasse ne peut pas remplacer la construction d'une politique globale et collective. Donc c'est pas du tout, pour moi, l'idée du rebelle. Il peut l'être, mais la figure du rebelle, en ce moment, c'est aussi parfois une figure qui est minée, précisément si on la pense comme une figure individuelle, un moi qui s'oppose à une société. C'est totalement illusoire. Il y a une dimension, la rébellion, elle ne peut être que collective. Et donc, ça suppose qu'on produise des textes théoriques, qu'on mène des combats pratiques ensemble, mais ce n'est pas au niveau, si vous voulez, d'un transclasse que ça peut se jouer. Enfin, au moins, c'est ce qui me semble. Moi, je peux dire un mot là-dessus, oui. parce que en fait, je ne suis pas tout à fait d'accord. Donc, c'est pour ça, enfin, je pense que l'une des grandes questions que pose la question politique à la fin, je pense, est très importante. Je pense que la question du transclasse, déjà, elle permet d'introduire le fait que la révolution et la transformation du système des classes n'est pas le seul horizon de la politique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est croisé, quand on est transclasse avec des logiques de genre, de race ou de sexualité, on comprend qu'il y a d'autres politiques collectives importantes et centrales à mener que la politique des classes sociales et qui valent autant. Et si un transclasse mène une politique contre les discriminations sexuelles ou contre les discriminations homophobes ou contre les discriminations raciales, c'est autant une politique, même si elle conserve le système des classes, hein, c'est autant une politique qui vaut d'être menée déjà que la politique des classes sociales. Donc je pense, de ce point de vue-là déjà, je ne pense pas que le transfuge doit forcément être opposé aux révolutionnaires des classes, mais il peut être couplé plutôt à quelqu'un qui va prendre conscience qu'il y a d'autres politiques à mener que la politique des classes sociales. Et deuxièmement, moi je pense sur la question dont il y a été beaucoup question quand même là, de le fait que le transclasse conserve et la soupape de sécurité, etc. Moi je pense que ce que votre livre quand même nous incite à penser, c'est que à la fois c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a une forme de reproduction de la structure sociale qui est à l'œuvre quand la personne bouge et fait un transclasse, et d'ailleurs il traverse une frontière, donc la frontière se maintient, mais en même temps que ça transforme nécessairement quand même quelque chose. Point de vue du milieu d'origine, par exemple, on peut penser à le fait que quelqu'un parte et donc qu'il y ait un rapport à un dehors. Et donc, par exemple, quand vous dites de façon très juste, vous dites beaucoup de milieux sociaux sont très contents d'être ouvriers, d'être paysans, n'ont jamais eu un rapport avec un milieu cultivé, avec la dépossession. Ils vivent pas comme une dépossession, la vie qui est faite d'eux. Et quand tout d'un coup quelqu'un part, eh ben, ils vont vivre comme violents, quelque chose qu'ils ne vivaient pas comme violent auparavant. Ils vont vivre comme malheureux, un rapport heureux qu'ils avaient eux-mêmes auparavant. Et ça, c'est le point de départ d'une transformation pour tout le monde de la perception de l'espace social. Donc il y a quand même des effets dans l'ordre des perceptions du fait que des gens bougent, qu'on ait rapport avec des gens qui ont d'autres habitudes que soi. Et puis la troisième chose que je veux dire, c'est que toute politique n'est pas collective. Moi je pense que c'est quand même un enjeu très important, c'est que ne considérer comme politique que le fait de se mobiliser collectivement pour lutter contre le système des classes, c'est dépolitiser la question de l'appartenance, parce que là, on passe son temps à parler... J'ai l'air d'être dur, mais je ne suis pas dur. En fait, j'ai toujours l'air d'être dur, mais je ne suis pas du tout dur. Mais on parle toujours du transclasse en disant le parvenu, etc., qui veut imiter. Mais il y est pour rien d'être né dans le milieu populaire. Il n'a pas de responsabilité de ça, et donc on ne peut pas reprocher à quelqu'un d'avoir, par exemple, de ne pas se soucier de ses parents. Bon, on n'y est pour rien d'avoir eu ces parents-là, franchement, on ne leur doit rien. Et on ne doit rien à sa classe d'origine quand on est un transclasse. Donc ma question serait de dire... En limitant la politique au collectif et au collectif contre les classes, on dépolitise la question de l'appartenance obligatoire, alors que la fuite, c'est un geste politique. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant dans le livre d'Hirschman, par exemple, Exit Vox Loyalty, c'est qu'il dit à la figure révolutionnaire européenne s'oppose la figure américaine de la fuite individuelle, qui est l'autre manière quand on n'est pas content, on peut ou partir ou se mobiliser pour changer, et c'est ne pas politiser la question de l'appartenance que de limiter la politique à la voice, en fait. Et donc je pense que c'est très important l'idée que le transclasse est éminemment une figure politique parce qu'il politise la question de savoir à quel milieu j'appartiens, pourquoi est-ce que je devrais appartenir à quel milieu, à qui je dois être fidèle, et comment je peux me donner à moi-même mon identité plutôt qu'on me l'impose par ma naissance et comme si après ça devait me concerner. Donc voilà, c'est les trois remarques que je voulais dire. Je voudrais juste répondre sur ce point parce que la question qui a été posée était d'une autre nature, c'est-à-dire quand je n'oppose pas la figure du transclasse à la révolution, je dis simplement que si effectivement si on veut changer quelque chose, un transclasse dans la prise de position qu'il peut avoir, il peut contribuer à un changement, mais un changement ça ne se fait pas tout seul. Alors il ne s'agit pas du tout de dire non plus que quand je parle de collectif, je veux dire par là que nécessairement il faut se penser en relation. Alors, et tisser des relations, ça ne veut pas dire qu'il s'agit d'attendre un changement
global et qu'au niveau local, rien ne peut se faire, hein, c'est pas du tout ça non plus, parce que les types de lutte et de combat se font à l'échelle où on se situe, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout, par exemple, pour moi, de maintenir certains combats dans une position attentiste, en disant voilà, le combat central, c'est le combat de l'abolition des classes sociales, et puis tout le reste, je le dis d'ailleurs à la fin du livre, parce que pour moi, c'est une position extrêmement réactionnaire, c'est-à-dire qu'il y a des luttes de reconnaissance qui sont des luttes décisives et qui ne doivent pas être différées sous prétexte que l'oppression contre les femmes, contre les orientations sexuelles, contre les races, etc., se résorbera lorsque on aura aboli les classes sociales. Donc il y a une pluralité des luttes, et donc et en ce sens-là, elles s'imbriquent, elles peuvent parfois converger, parfois elles peuvent être antagonistes, comme je l'ai un petit peu signalé aussi. Et pour moi, justement, il ne s'agit pas de mener une lutte contre une autre, il s'agit peut-être de les penser en relation pour pouvoir produire quelque chose de plus efficace. Alors quand je dis le collectif, ce n'est pas une entité comme une sorte de Moloch dans lequel justement tout le monde disparaîtrait, parce qu'il n'y a de collectivité que parce que le singulier est dans le collectif, dans la relation et dans les interrelations. Et donc sur ce point, je suis entièrement d'accord.